Cette semaine, avant de parler de l'histoire de la médecine, nous allons à notre origine en tant qu'humain. Pour les croyants, nous sommes issus à partir du 6e jour par Dieu, après avoir créé la terre, les animaux, la planète, etc. Le 6e jour, Dieu nous a créés. Pour d'autres, ils appuient la théorie de l'évolution des espèces, de l'anglais Charles Darwin. Mais nous devons vous dire, peu importe votre croyance, vous reconnaissez que nous avons une origine. Aujourd'hui, nous allons avoir un documentaire sur la pratique médicale en Asie et en Afrique. Les 4 endroits que nous allons mentionner, à savoir la Mésopotamie, l'Inde, la Chine et l'Égypte, sont considérés par l'Organisation mondiale de la santé comme les endroits les plus anciens avec la pratique médicale. Pour la Mésopotamie, le mot est dérivé de 2 mots grecs, à savoir méso, milieu, moitié, et potamos, rivière. La Mésopotamie est située entre 2 rivières. À présent, si vous me demandez quels sont les pays qui faisaient partie de la Mésopotamie, ma réponse serait Babylone, actuellement connue comme sous le nom d'Irak, Koweït, la Turquie, la Syrie et une partie de l'Iran. Comme toute l'histoire de la pratique médicale dans ces endroits n'avait pas permis la différence ou bien n'avait pas permis de séparer la médecine de la superstition, nous allons dire que la Mésopotamie permettait l'association d'un médecin et d'un magicien ou bien d'un divineur pour traiter les gens. Mais nous allons parler un peu du roi Hammurabi qui, à l'époque, régnait en Babylone, qui avait fait sortir ce qu'on peut appeler aujourd'hui le code de déontologie médicale. Nous parlons des années combien de siècles avant Jésus-Christ. Et notons la présence d'un code d'éthique professionnelle par le roi Hammurabi. Ce code
protégeait les pratiquants, c'est-à-dire les médecins, et les malades. Et l'un des contenus de ce code était le suivant. Si quelqu'un était malade et avait reçu des soins médicaux, le docteur devait être récompensé. Mais si, par le contraire, il avait commis des erreurs, il devrait donc recevoir son châtiment en fonction de l'erreur commise. Nous allons passer à présent à l'histoire de la pratique médicale en Inde. Il faut signaler que le pays des Indes a connu plusieurs dominations, en commençant par celle des Dravidiens. Lorsqu'ils étaient arrivés vers les années 3000 avant Jésus-Christ, on notait la présence de la majorité des termes utilisés dans la pratique de l'Ayurveda actuelle, à savoir chakra, dosha, yoga, etc. Mais en 1500, le peuple arien allait donc prendre le contrôle des Indiens. Et ils étaient arrivés avec la pratique de l'Atharva Veda, qui pour certains est à l'origine de l'Ayurveda. À l'époque aussi, la langue sanskrite était la dominante au pays des Indes. Alors, pour cette langue, Ayurveda est composé de deux mots, Ayur, vie ou longévité, et Veda, connaissance ou science. Alors, l'Ayurveda, c'est l'étude de la vie. Déjà à cette époque, on parlait de l'existence de différentes branches dans l'Ayurveda, à savoir la médecine générale, la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécobstétrie, l'otorhinolaryngologie et la thérapie pour rajeunir ou bien pour se faire plus jeune. À cette époque, on notait la présence de deux universités, à savoir Kashi et Nalanda. Mais, comme nous avons dit au départ, le pays des Indes a connu plusieurs dominations. Et la plus fructueuse pour l'Ayurveda a été l'occupation bouddhiste. Pourquoi? L'université de Nalanda avait à un certain moment un directeur nommé Nagarjuna qui enseignait l'Ayurveda non seulement à l'université, mais aussi à d'autres endroits. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles que le roi de l'époque avait appuyé totalement la pratique de l'Ayurveda. Mais ce n'était pas la seule raison. Car l'objectif du roi était d'avoir un peuple en bonne santé,
mais sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Et il pensait l'Ayurveda était la médecine idéale pour la réalisation de son projet. Mais que s'était-il passé? Qu'est-ce qui était arrivé? L'Ayurveda avait continué son chemin, ce qui avait permis la création d'autres universités où l'on enseignait l'Ayurveda. Passons à présent à la pratique médicale en Chine. La Chine a connu plusieurs dynasties. En commençant par la première, avec Fuxi, il est considéré comme le père de la médecine traditionnelle chinoise et aussi le père de la civilisation chinoise. C'est lui qui avait inventé le concept de yin-yang. Le concept de yin-yang nous permet de savoir, malgré nos différences, par exemple, entre l'homme et la femme, mais nous avons besoin de notre coopération pour réaliser pas mal de grands ou de bons projets. À l'époque, en Inde, à l'époque en Chine, si nous allons à une autre dynastie, nous allons trouver Yuan Ti. Il a écrit un livre, L'Empereur jaune, qui est considéré comme un trésor pour la médecine interne dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, nous pouvons dire que la médecine chinoise a connu une grande émancipation à travers le temps. Mais on aura l'opportunité d'en parler un peu plus loin. Quant à la médecine égyptienne, elle avait continué avec la même théorie, à savoir de ne pas séparer la superstition de la médecine. Mais l'arrivée d'Imhotep, que vous connaissez peut-être pour sa réalisation dans le domaine de l'architecture, allait apporter un grand changement dans la pratique médicale égyptienne. Imhotep fut le premier médecin à déclarer: il est temps de séparer la médecine de la superstition. Lorsque quelqu'un est malade, la cause est naturelle. Alors, cherchons le traitement naturellement dans les plantes, les métaux, les minéraux que nous avons chez nous. Imhotep est considéré comme le père de la médecine en Égypte. Raison pour laquelle, quelques années plus tard, on l'avait élevé au niveau de Dieu. Imhotep avait
une connaissance extraordinaire. C'est pourquoi, en Égypte, on l'appelait l'homme polytechnique aux polyconnaissances, de toutes les connaissances, de plusieurs connaissances. Pourquoi? Si nous allons nous référer aux titres actuels, Imhotep avait occupé le poste de Premier ministre sous le règne du roi Djoser. Imhotep a révolutionné la construction de pyramides en Égypte. Avant, on utilisait le mastaba, c'est-à-dire on utilisait les briques pour la construction. Certains utilisaient la pierre pour les pyramides, mais Imhotep fut le premier et le seul à construire des pyramides de cette envergure à base de pierre. Imhotep, en Égypte, est considéré comme le père de la médecine. Mais aussi, il est considéré comme un grand prêtre, comme l'administrateur. Il a occupé le poste d'administrateur du Grand Palace. Il était considéré comme le superviseur des maçons et des sculpteurs. Pour ceux qui disent que la médecine antique ou bien la pratique médicale des temps anciens était empirique, nous allons vous donner quelques exemples des bienfaits de la médecine traditionnelle ancienne à celle de nos jours. Actuellement, il existe plusieurs universités à travers le monde où l'on enseigne l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise. En parlant de la médecine traditionnelle chinoise, pour certains, le journaliste James Reston est considéré comme l'introducteur officiel de la médecine traditionnelle chinoise aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi? C'est parce qu'il avait fait un voyage en Chine et à son arrivée, il était malade, il souffrait d'appendicite. Il avait eu une intervention chirurgicale et pour sa récupération, on avait utilisé l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise. Il avait eu une prompte récupération. En retournant aux États-Unis d'Amérique, le journaliste James Reston n'avait pas assez de mots pour féliciter la pratique de l'acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise pour sa prompte et parfaite récupération. C'est pour cela que certains disent qu'il fut l'introducteur officiel de la médecine traditionnelle chinoise aux États-Unis d'Amérique. Mais d'autres disent aussi
qu'il est l'auteur de la il a omis la pratique d'autres branches de la médecine traditionnelle chinoise, à savoir l'utilisation de ventouses, massage et régime alimentaire, etc. Mais ce qui est certain, il avait subi une intervention chirurgicale et la médecine traditionnelle chinoise était très utile pour sa prompte et parfaite récupération. Nous allons continuer avec des comparaisons entre la médecine ancienne et son apport à la médecine d'aujourd'hui. En 1918, lors de la grippe espagnole, il y avait un ingénieur qui faisait partie de la délégation des 40 000 Chinois qui étaient en Californie pour l'exploitation des mines d'or, qui n'avait pas laissé chez lui la pratique de la médecine naturelle ou bien de la médecine traditionnelle chinoise. Et en 1918, lors de la grippe espagnole, il avait utilisé la médecine traditionnelle chinoise pour traiter beaucoup de gens. Et vous savez ce qui s'était passé? Au lieu de l'appeler ingénieur He, il était devenu Doc He. Savez-vous pourquoi? C'est parce que parmi des gens qu'il avait traités ayant la grippe espagnole, pas un seul décès. Contrairement aux autres médecins ou d'autres pratiquants qui avaient enregistré 10 à 20% de décès. Je dois aussi vous rappeler qu'en 1972, lorsque le paludisme ou la malaria ravageait le monde, en Chine, on avait fait appel à une jeune femme appelée Tu Youyou pour aider au traitement de la malaria. Eh bien, Tu Youyou avait utilisé l'armoise pour traiter la malaria. Et savez-vous quoi? Ses résultats ont été phénoménaux. Et c'est ce qui lui a valu en 2015 le prix Nobel de la philosophie et la médecine pour sa réalisation avec l'armoise dans le cas du paludisme. Alors, vous dites que la médecine ancienne ou antique n'est pas utile. Nous pouvons vous donner d'autres exemples. Lorsqu'on était blessé à cette époque, on utilisait la pression sur la blessure pour stopper le débordement sanguin. Mais savez-vous quoi? On continue avec cette pratique dans le domaine médical jusqu'à présent. Il y en a d'autres exemples. Dans les temps anciens, on utilisait le miel pour panser les blessures. Eh bien,
De récentes recherches ont pu démontrer les effets extraordinaires du miel contre les microbes. Nous pouvons continuer avec d'autres exemples. La plante appelée Amimajus, qu'on utilisait autrefois pour traiter le vitiligo. Savez-vous quoi? Il y a le 8-méthoxysoralem qui est un dérivé de cette plante qu'on utilise à nos jours pour traiter le vitiligo. D'autres exemples. La plante Sisyphus spina Christi était utilisée dans le temps pour traiter les inflammations. Eh bien, l'Institut national de cancer aux États-Unis d'Amérique a réalisé des recherches et ils ont extrait de 7 plantes, à savoir Sisyphus spina Christi, 2 composés, le galocatéchine et l'épilogalocatéchine, et ils pensent que ces 2 composés pourront être utiles au traitement de certains cas de cancer. Ce que j'aimerais vous dire, la médecine a évolué du temps de la Mésopotamie à nos jours. Mais sans l'existence de ces médecines considérées comme pionniers dans la pratique médicale par l'Organisation mondiale de la santé, on ne saurait arriver à la pratique médicale qu'on a aujourd'hui. Nul n'est parfait. Aucune profession est parfaite. Alors, comme dit le proverbe latin, errare humanum est, se tromper est humain, on ne pourra pas pratiquer la médecine sans commettre des erreurs, car nous sommes humains. Mais, ce qui est important, pour vous qui dites, ou bien pour ceux qui disent que la médecine des temps anciens n'est pas utile, je dois vous signaler qu'avec l'évolution constante du monde, dans 100 ans, on pourra dire, ou bien on pourra dire la même chose pour la médecine qu'on pratique actuellement. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit de Hammurabi, de Nagarjuna, Fusi, Wanti, Imhotep, les 2 pratiquants, les 2 doctoresses qui pratiquaient la médecine à l'époque, qu'il s'agit de Pesichet, qui est considéré par un groupe comme la première doctoresse à pratiquer la médecine, qu'il s'agit de Merita, considérée aussi par un autre groupe comme la première doctoresse à pratiquer la médecine dans les temps anciens,
L'important, c'est que les femmes avaient commencé à pratiquer la médecine presque à la même époque que les hommes dans les temps anciens. Et ce qui est aussi important, c'est que sans des erreurs, la continuité ou bien la suite ou bien la médecine que nous avons aujourd'hui ne saurait exister. Alors, avant de vous laisser, je vous dirai, profitez de la médecine actuelle au maximum, car c'est la médecine de notre époque. En attendant, à la semaine prochaine.